Alors, le titre de cette conférence que nous avons convenu, c'est « La démocratie à l'épreuve de la crise, du printemps arabe au printemps érable ». Et moi, j'ai ajouté en sous-titre « L'État, les sociétés, l'éducation à l'heure de l'agonie du néolibéralisme ». Voyez-vous, ça tombe bien, la démocratie à l'épreuve de la crise. Demain, c'est jour de vote. Et je ne peux pas résister à citer une phrase de Coluche que j'aime beaucoup, qui a dit « Si les élections changeaient vraiment quelque chose pour les peuples, ça fait longtemps qu'on les aurait supprimées. » Ça, c'est Coluche. Bien. Alors, après Coluche, on va passer à Einstein. C'est un saut quantique, hein, pour ne pas le dire. Einstein avait l'habitude de dire, remarquez, ça tombe sous le sens, mais si c'est Einstein qui le dit, c'est encore plus fort. Il avait l'habitude de dire, on ne peut pas guérir un problème à partir des systèmes de pensée qui l'ont provoqué. Alors là, je suis inquiet, mais est-ce que vous m'entendez, ça va? Oui, c'est bon? Bon. Alors, je vais essayer d'articuler le plus possible, de ne pas trop élever la voix. Donc, Einstein disait, on ne peut pas résoudre un problème à partir des systèmes de pensée qui ont créé le problème. C'est comme si on essayait de guérir une grippe avec plus de virus de la grippe. Ça n'a aucun sens. Alors, avec ce qui se passe aujourd'hui avec la crise, cette crise de 2008, et je suis l'un de ceux qui pensent que je suis effectivement, mon doctorat est en management, mais j'ai aussi des études de troisième cycle en différents domaines, y compris l'économie. Et je suis parmi ceux qui pensent que ça sera peut-être la dernière crise du capitalisme tel que nous le connaissons, où il change radicalement, c'est-à-dire vraiment une révolution totale, ou alors on va droit dans le mur, on y va depuis longtemps d'ailleurs, mais on va encore creuser derrière le mur. Donc, on va en parler. Alors, la crise, si vous regardez un peu ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, on voit très bien qu'ils ne savent plus quoi faire. Ils ne savent plus quoi faire. Pas compliqué. Alors, je suis professeur d'économie et de gestion, et je dis à mes étudiants, vous inquiétez pas, on n'en sait pas plus que vous. Et ça, c'est quelque chose que Alan Greenspan avait dit quand il était encore le directeur de la Banque fédérale américaine. Il avait dit, et écrit, je pense, dans son livre, j'ai oublié le titre, mais où il commence par dire que les États-Unis ont eu tort de faire la guerre pour le pétrole. Au moins, lui, il l'avoue. Et il a dit, il y a quelque chose qui ne va pas dans ce monde, c'est que les gens ordinaires, les peuples, les populations, s'imaginent que nous, économistes, que nous, directeurs de banque centrale, que nous, gestionnaires de banques, etc., ils s'imaginent qu'on sait plus de choses qu'eux, mais on ne sait rien du tout. On essaie de deviner. Alors voyez-vous, tous ces gens-là jouent un peu à la boule de cristal, et je vous assure que cette crise sera très, très certainement la dernière de ce capitalisme-là, tel que nous le connaissons maintenant. Et je répète, on essaye de guérir les problèmes causés par cette crise à partir des systèmes de pensée qui l'ont provoqué. Le système de pensée qui a provoqué cette crise, c'est bien évidemment le capitalisme financier, parce qu'il est particulier, il est dominant, malheureusement. Il y a quelques autres capitalismes, 4 ou 5, mais ils sont loin d'être aussi dominants que le capitalisme financier.
Il y a le capitalisme dit entrepreneurial, par exemple, de l'Allemagne, de l'Europe du Nord, du Japon, de la Corée du Sud. Il y a le capitalisme dit latin, plus informel. Il y a que le capitalisme asiatique, qui est très différent des autres. On ne comprend pas trop ce que fait la Chine, ce que fait l'Inde. Il y a le capitalisme des pays émergents, Brésil, Afrique du Sud, etc. On ne sait pas trop exactement à quelle niche économique il se loge. Donc, et puis il y a d'autres capitalismes. Ça va être l'objet d'un livre que je suis en train de préparer. Un parmi plusieurs, il y a tellement de choses à traiter. Et moi, j'ai ajouté le capitalisme mafieux. Alors, au Québec, ça ne vous dit rien. Capitalisme mafieux. J'ai ajouté le capitalisme assisté. Alors, si vous prenez un des livres de mon ami Léopold Lozon, professeur d'économie et de comptabilité et de finance à l'UQAM, qui date d'au moins une quinzaine d'années et qui s'intitule « Finances publiques, argent privé ». Eh bien, vous verrez dans ce livre qu'il n'y a pratiquement pas une entreprise dite privée au Canada et particulièrement au Québec qui fonctionne vraiment avec de l'argent privé. C'est du financement public, mais le profit est privé. Voilà. Mais tout ça pour vous dire que donc j'ai ajouté le capitalisme assisté, c'est-à-dire le capitalisme qui fonctionne avec l'argent du public, pas avec de l'argent privé. Et j'ai ajouté aussi le capitalisme romantique. Romantique. Ah ben oui, le capitalisme romantique, c'est celui de Sarkozy, quoi, quand il vous dit « levez-vous tôt le matin ». Alors si vous vous levez très tôt le matin, vous travaillez dur, tout ça, un jour vous deviendrez Bill Gates. Hein? Ça c'est le romantisme. Bien. En fait, on va voir que le capitalisme n'existe pas. Et c'est Adam Smith qui en a fait la démonstration. Même pas Marx, Adam Smith. Bon, alors, avant de vous donner le plan de ce dont je vais traiter, est-ce que ça va jusque-là? On m'entend, oui, correctement? Moi, j'ai de l'écho, là, c'est incroyable. Mais vous, ça va? Oui? Bon, tant mieux. Je vais vous poser deux petites questions. Est-ce qu'il y a une personne ici qui peut me regarder dans les yeux et me dire qu'aujourd'hui, notre planète est bien gérée? Et le silence est éloquent. Hein. Pourtant, on n'a jamais eu autant de diplômés en gestion et autant de diplômés en économie. Alors, il y a quelque chose qui ne va pas. Ou ces formations en gestion n'ont rien à voir avec la réalité, ou la réalité n'a rien à voir avec ce qu'on enseigne dans les écoles de gestion. Puisque plus on a de gestionnaires, plus c'est la pagaille. Il n'y a jamais eu autant de guerres, jamais eu autant de pauvreté, jamais eu autant d'injustice, jamais eu autant d'inégalités, jamais eu autant de misère, jamais eu autant de dégâts à la planète. Et elle est où cette bonne gestion-là? Ils servent à quoi ces diplômés en gestion? Et je suis parmi ceux qui les forment, je les avertis. Je vais vous former, mais surtout, je vais vous dire, surtout, ce qu'il ne faut pas retenir ni appliquer des livres et des textes que je vais vous donner à lire. Il faut apprendre à faire le contraire, si on veut commencer à enfin bien gérer. Mais c'est grave, c'est très grave ça. Parce qu'on fait confiance à une discipline, à une science, entre guillemets, qui s'appelle la science de la gestion et la science économique. Et on fait confiance aux gens qui enseignent ces sciences-là, entre guillemets, encore une fois, et on fait confiance à ceux qui en sont diplômés. Or, on voit que ce qu'ils font, ce n'est que des dégâts. Alors, l'un des credos de cette gestion qu'on enseigne, qui vient des États-Unis essentiellement, c'est cette fameuse phrase de
Benjamin Franklin, Benjamin Franklin, time is money. Time is money. And then, how to make money? Time is money, how to make money, ça veut dire transformer cette planète uniquement en occasion de faire de l'argent. Alors, le dernier des arbres qui se trouve à l'extérieur, ici, autour du Palais des Congrès, n'a de sens, dans cette optique-là, time is money, et avoir comme objet d'enseignement seulement how to make money, eh bien l'arbre qui est là-bas n'a de sens que si on le coupe, on le vend et on le transforme en dollars. C'est tout, sinon il n'a pas de sens. Alors voilà un peu une des racines de la problématique dont je vais traiter aujourd'hui, cette crise qui est, je le répète, très certainement la dernière de ce capitalisme-là, parce qu'il ne peut plus s'en permettre. Et donc, voilà la deuxième question. Y a-t-il quelqu'un ou quelqu'une parmi vous qui peut me regarder dans les yeux et me dire qu'aujourd'hui, les États-Unis, c'est un pays capitaliste basé sur la libre entreprise privée depuis 2008. Il n'y a pas un Américain ici? Ou une Américaine, au moins, pour sauver la face? Voilà. Bon, ben, je suis désolé. Les États-Unis aujourd'hui, c'est une sorte de communisme d'État. Ça ressemble à peu près à l'Union soviétique sous Brejnev, sans le dire, parce que tout simplement, toute l'économie américaine a été étatisée, nationalisée en 2008. L'administration Bush et consorts, et Obama après, ont mis 10 à 15 000 milliards de dollars pour racheter le système financier américain. Et quand vous avez acheté le système financier américain, alors surtout s'il y a des comptables, des financiers ici, je sais ce que vous êtes en train de penser, vous êtes en train de vous dire oui, mais il n'y a pas eu de transfert d'actions, il n'y a pas eu de... Arrêtez avec ces technicalités. Si c'est Obama et Bush et Washington qui ont mis l'argent dont les banques se servent aujourd'hui, cet argent appartient à Washington. S'il appartient à Washington, il appartient au peuple américain. S'il appartient au peuple américain, ce qui appartient à Washington lui appartient. Bon. Donc, la dernière des épiceries, le dernier des dépanneurs aux États-Unis aujourd'hui, qui a une ligne de crédit dans une banque quelconque des États-Unis, eh bien, ce dépanneur appartient à l'État américain. Parce que la banque qui lui donne sa ligne de crédit a été étatisée, rachetée par l'État. Alors j'ai ici quelques questions à poser aux néolibéraux, qui sont souvent très nombreux. Quand il y a eu cette crise, où était le marché? Pourquoi il n'est pas venu sauver le monde? Hein? Il y en a qui croient au marché ici, non? Alors, il était où ce marché quand il s'agissait de sauver la planète? Il se cachait où? Il sert à quoi? Bon. Ils étaient où, les Bill Gates, les Carlos Slim, les Trump, les Soros, les super milliardaires de ce monde qui créent de l'emploi, qui créent de la richesse, qui font vivre la planète, les leaders. Ils étaient où quand la planète était en train de mourir? Où ils étaient? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Alors vous voyez, c'est des sujets qui me fâchent. Est-ce que ça se voit? Qui a sauvé le monde? Qui a sauvé le monde? L'État. L'État. Vous dites État à un néolibéral, il s'évanouit.
parce qu'ils détestent l'État. Mais quand il s'agit de faire sauver ce qu'il y a dans ses poches par l'État, alors là, il n'y a pas de problème. L'État est bienvenu. Bon. Mais en vérité, il y a un problème. C'est que les États ne peuvent pas imprimer de la monnaie indéfiniment. Il y a des limites. Et d'ailleurs, il n'y a qu'à voir ce qui se passe maintenant. L'Espagne, pratiquement un cadavre. L'Afrique, ça fait longtemps. L'Italie, la Grèce, la France qui est décotée, l'Allemagne qui menace d'être décotée, l'Irlande qui est en faillite depuis longtemps, l'Islande. Bon, vous voulez que je vous en cite encore? Les États ne peuvent pas imprimer de la monnaie indéfiniment, ça ne sert à rien. Sinon, à aggraver les problèmes. Alors voilà comment le pauvre Einstein doit se retourner dans sa tombe 50 fois par minute parce qu'on est en train de faire exactement ce qu'il a dit qu'il ne fallait pas faire, c'est-à-dire qu'on est en train de sauver les dégâts du néolibéralisme avec plus de néolibéralisme. Est-ce que ça va? Alors on va voir comment ça fonctionne, ça, dans un petit instant, mais je vais vous donner un peu le menu sommaire. On va parler bien sûr de démocratie d'abord, qu'est-ce que c'est? Il faut qu'on sache un peu ce que ça veut dire, l'économie, les relations entre l'économie et la démocratie, les relations entre l'économie et la démocratie, le néolibéralisme, les relations entre tout ça et les Occupy, Wall Street, les indignés d'un peu partout dans le monde, le printemps arabe, le printemps d'érable. Alors, est-ce qu'il y a des liens, est-ce qu'il y a des relations, est-ce qu'il y a des points communs? On va voir ça. Et on va voir aussi comment le néolibéralisme et les 10 États d'aujourd'hui, entre guillemets, imposent beaucoup plus des misères aux sociétés civiles que des bienfaits. Et enfin, on va conclure avec ce qui se passe au Québec et le mythe de la pauvreté de l'État québécois. Je vais vous citer des chiffres que j'ai envoyés, que j'ai même remis en main propre à certains ministres à un moment donné, des Finances du Québec, que j'ai envoyés à tous les journaux du Québec, mais que personne n'a jamais publié, dont personne n'a jamais tenu compte. Mais ça se trouve quand même dans un livre qui s'appelle Université Inc. Voilà, là, il y a les chiffres que je vais vous citer sont dans ce livre. Bon, alors on va commencer par la démocratie. Qu'est-ce que la démocratie? Bonne question. Hein? Qu'est-ce que la démocratie? Alors, démos, kratos, de termes grecs, qui veulent dire peuple et pouvoir. Donc, étymologiquement, la démocratie, c'est donner le pouvoir au peuple. Ça va? Est-ce que tout le monde m'entend? Oui? C'est sûr? Ça va? Je peux continuer comme ça? Bon. Et ça manque de motivation, hein? Non mais, hein? On a besoin d'un prof de motivation. Les motiver un peu. Non, sûr? Oui, c'est bon? Oui? Ok, merci beaucoup. Bon, alors, démos, kratos, donc, pouvoir et peuple. Là, on a deux problèmes. Qu'est-ce que le peuple? Pour lui donner le pouvoir, il faut savoir ce que c'est, le peuple. Bonne question, non? Du temps d'Aristote, ils avaient une définition du peuple à Athènes. Fait partie du peuple athénien et de la démocratie athénienne toute personne qui habite Athènes et qui possède commerce ou maison. Bon, ils avaient une définition, au moins, du peuple. Nous, on n'en a pas. Nous, le peuple, c'est cette abstraction qui est représentée au Parlement par quelqu'un qui s'appelle un député. Que sont la majorité de nos députés? Des mystiques,
des philosophes, des sages, des chômeurs, des ouvriers, des syndicalistes, des étudiants. Qu'est-ce que c'est la majorité de nos parlements? Des avocats et des hommes d'affaires. Donc, nous sommes un peuple d'avocats et d'hommes d'affaires. Et ces avocats et ces hommes d'affaires, ils vont faire des lois pour qui? Pour les chômeurs. Bien sûr. Jean Charest, il passe des nuits blanches à se demander comment vais-je faciliter les études aux pauvres étudiants. Non, il passe ses nuits blanches à se demander, bon néolibéral, comment il va faire pour mettre plus d'argent dans les poches des néolibéraux qui mettent plus d'argent dans sa caisse électorale. Et ce n'est pas les étudiants. Et ça, ce n'est pas la démocratie. La démocratie, ce n'est pas mettre un bout de papier dans une boîte tous les 4 ans. La démocratie, elle a d'abord des pivots économiques. Et sans ces pivots économiques, il n'y a pas de démocratie. Alors, on va voir un petit peu plus loin pourquoi. Deuxième définition dont on a besoin, c'est le pouvoir. Alors, qu'est-ce que le pouvoir? Qu'est-ce que le pouvoir? Bon, alors, une définition anthropologo-historique, socio-machin, politique qu'on a donnée au pouvoir, c'est ceci. Détient le pouvoir dans une société donnée, à un moment donné, la faction ou les personnes de cette société qui contrôlent le facteur considéré comme étant le plus rare. Est-ce que ça va? Dans une société donnée, c'est une faction, un groupe qui contrôle le facteur considéré comme le plus rare, cette faction ou ce groupe détient le pouvoir. Alors, il y a des sociétés où le facteur considéré comme le plus rare, c'est les coquillages. Dans des sociétés de Nouvelle-Guinée, oui, c'est vrai. On a essayé d'introduire la monnaie, ça n'a pas marché. Ils continuent avec les coquillages. Alors, c'est des coquillages de certaines formes, de certaines couleurs, tout ça. Et les personnes qui possèdent le plus de ces coquillages-là possèdent le pouvoir dans ces sociétés. Bon, pas forcément le pouvoir d'exploiter leurs semblables, ou de les esclavagiser, ou de les... Ça peut être parfois un pouvoir tout à fait spirituel, un pouvoir tout à fait abstrait, un pouvoir tout à fait de type social et de type tradition. Le pouvoir, par exemple, d'avoir le droit de raconter l'histoire des clans, de la tribu. N'importe qui n'a pas ce droit-là. Alors ceux qui ont plus de ces coquillages, ben, ils ont le droit de raconter l'histoire du clan. Bon. Alors, je disais bien facteur considéré comme le plus rare. Parce que sachez qu'il n'y a rien de rare dans cette planète. Or, la science économique et son bras armé, qui est la science de la gestion, et toujours science entre guillemets, eh bien, se définissent, plus ou moins, mais surtout l'économie, mais la gestion suit, puisque la gestion c'est l'application de l'économie, comme, dans certaines définitions, la science de l'allocation optimale des facteurs rares ou des ressources rares. Bon. Alors, moi j'ai un problème avec le mot rare et rareté. Quand je dis le pétrole est rare, je n'exprime pas un concept scientifique. J'exprime un sentiment subjectif. Je dis, en fait, la Terre ne produit pas autant de pétrole que je veux. Est-ce que ça va? L'eau n'est pas rare. Le pétrole n'est pas rare. L'or n'est pas rare.
Le pétrole est point. L'eau est point. Si j'ajoute rare ou abondant, j'ajoute un sentiment subjectif. La Terre m'en donne suffisamment, m'en donne beaucoup, ou m'en donne pas autant que je veux. Ben, si je veux plus de pétrole que la Terre n'en produit, je suis fou. Alors, ceux qui se spécialisent dans la science de l'allocation des ressources rares sont des fous. Mais ça se traite. Si on est volontaire, bien entendu. Bon, alors donc, quel est le facteur considéré comme le plus rare de nos jours dans nos sociétés à nous? Idrimen. C'est mieux dit en kabyle. Argent. Alors, si le Québec est une démocratie, eh bien, ça devrait être un pays ou une province, appelez ça comme vous voudrez, un espace où l'argent disponible dans ce pays, dans cet espace, est également distribué à l'ensemble du peuple. Voilà ce qu'est la démocratie. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est le cas aux États-Unis? Alors, je vais vous donner une statistique qui a été faite comme ça sur les pays qui distribuent le plus et ceux qui distribuent le moins. Les pays qui distribuent le plus, qu'on appelle des social-démocraties, par exemple l'Allemagne, la Scandinavie, l'Europe du Nord, etc., eh bien, le revenu, si on prend la pyramide du revenu moyen, si le revenu moyen le plus bas est 1, le revenu moyen le plus élevé, 25. Suède, Allemagne, Norvège, Finlande, Danemark, bon, ces pays-là. Si on prend la France, l'Angleterre, les États-Unis, le Canada, si le revenu moyen le plus bas est 1, le revenu moyen le plus élevé, il faut un télescope. Il est trop loin. Alors voilà, un groupe de pays démocratiques et un groupe de pays beaucoup moins démocratiques. Parce que la démocratie commence par le partage des fruits de l'économie. Et ça, c'est un des grands pères de la science économique, John Stuart Mill, qui l'a très bien établi. Il n'y a de science et de questions scientifiques en économie que lorsqu'il s'agit de se demander quoi produire et comment le produire. Je ne peux pas produire du Porto en Alaska. Je peux en produire au Portugal. Bon. Donc là, j'ai besoin de science. J'ai besoin d'agronomie, j'ai besoin de géologie, j'ai besoin, etc. En fait, différentes sciences pour voir qu'est-ce que je peux produire avec les facteurs qui sont autour de moi. Mais John Stuart Mill, je vous le répète, un des géants, des pères de la science économique, ajoute, lorsqu'il s'agit de distribuer les fruits de l'économie, il n'y a aucune science. Aucune. C'est une décision morale, sociale, politique. Point à la ligne. Il n'y a aucune science qui dit que M. Desmarais doit mettre dans ses poches tout ce que produit comme profit Power Corporation. Aucune. Il n'y a que ces petits copains consultants dans les écoles de gestion comme moi, qui vivent grassement de consultations de gens comme lui, qui enseignent ça comme étant une science. Alors je le répète, il n'y a strictement rien à voir avec aucune science dans le fait de décider de ce qu'on fait avec les fruits de la production d'une économie. Décision morale, sociale, politique. Voilà la démocratie. Autre définition de la démocratie, celle de Montesquieu, dans l'esprit des lois.
La démocratie, disait-il, c'est la séparation absolue, totale et définitive entre les trois pouvoirs. Le pouvoir législatif, le pouvoir de faire les lois, le pouvoir exécutif, exécuter les décisions à partir de ces lois, et le pouvoir judiciaire, qui est le pouvoir qui traduit le législatif en décision judiciaire que doit appliquer l'exécutif. Ces trois pouvoirs doivent être totalement séparés, exactement comme ils sont séparés sous Charest. Vous n'êtes pas d'accord? Ils sont totalement séparés. La justice, le Parlement, les lois, le législatif, tout ça est totalement séparé. Il y a un autre élément que Montesquieu a oublié, mais de son temps, il n'a pas dû devoir y penser, c'est le pouvoir de l'argent. Donc moi j'ajoute séparation du pouvoir législatif, exécutif, judiciaire et d'argent. Partout où il y a relation entre ces quatre pouvoirs, il n'y a pas de démocratie. Mais la démocratie, ça va, c'est la séparation de ces trois pouvoirs. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui peut me dire si le pivot essentiel des démocraties dites avancées, de type États-Unis, Canada, France, Angleterre, etc., qui est l'entreprise privée, est-ce que quelqu'un peut me dire que le patron d'une entreprise privée n'a pas ces trois pouvoirs entre ses mains? Le patron de n'importe quelle entreprise privée, il a entre ses mains ces trois pouvoirs. Il fait les lois, il fait les règles, il fait les règlements, il prend les décisions, il les exécute, il recrute qui il veut, il licencie qui il veut, oui ou non? Bon. Alors, dites-moi s'il vous plaît, comment peut-on faire une démocratie avec une juxtaposition de dictature? Parce que l'entreprise privée est une dictature. L'entreprise privée est un despotisme. L'entreprise privée n'a rien de démocratique. Est-ce que vous avez déjà vu M. Pellado prendre des décisions concernant Power Corporation, pas Québecor, pardon, enfin c'est la même chose, en faisant faire un référendum auprès de ses employés? Alors donc je vous pose la question, comment peut-on faire une démocratie avec une addition, une juxtaposition de dictature? C'est un sacré problème, non? Alors voyez-vous, juste cette question de démocratie, ça peut nous amener à des discussions infinies. Où elle est cette démocratie dans ce monde? Où? Bon. Alors, la démocratie pose immédiatement la question de l'État. C'est l'État qui est le garant de l'application de la volonté du peuple qui s'exprime à travers un suffrage démocratique. Alors qu'est-ce que l'État? Qu'est-ce que le rôle de l'État? Est-ce que Jean Charest est un État? Est-ce que Legault sera un État? Enfin, je peux en citer plusieurs, mais est-ce que Sarkozy est un État? Est-ce que M. Cameron d'Angleterre est un État? Pas du tout. À travers ce monde, s'il y a un État quelque part, c'est rarissime. Peut-être les pays d'Europe du Nord sont encore des États, à peu près. Mais tout le reste, ce sont des comités de gestion au service des classes dominantes. Point à la ligne. Ils sont là pour organiser l'espace national, surtout depuis le néolibéralisme, pour organiser l'espace national et l'espace international en espace tel que les faiseurs d'argent puissent faire toujours plus d'argent, comme ils veulent, là où ils veulent, autant qu'ils veulent. Oui ou non? Le plan Nord, qu'est-ce que c'est?
Le plan Nord, c'est le plan des petits amis. Les petits amis, c'est ni vous ni moi. On sait qui c'est. Bon, alors, donc, qu'est-ce que l'État? Max Weber, un de ceux qui l'ont défini, l'ont très bien dit. L'État, c'est assurer la dignité du citoyen. Je suis l'État québécois, ou l'État algérien, ou l'État français. Mon premier rôle, c'est de m'assurer qu'aucune de mes citoyennes ou de mes citoyens ne vivent en état de non-dignité. Qu'est-ce que c'est vivre en état de dignité? C'est vivre avec les besoins essentiels assurés. Loger, nourrir, habiller, éduquer, cultiver, transporter et loisirs. Voilà le premier rôle de l'État. Le premier rôle de l'État, c'est ça. Que chaque citoyen vive en état de dignité, qu'il ne manque de aucun des besoins essentiels. Deuxième rôle de l'État, c'est l'intégrité du territoire. J'ai un territoire québécois, j'ai un territoire français, un territoire algérien, peu importe. Mon deuxième rôle, c'est de faire en sorte que personne ne porte atteinte à ce territoire, ni écologiquement, ni par la guerre, ni d'aucune façon. Et je dois le transmettre aux générations futures, au minimum dans l'état où je l'ai trouvé, mais sinon, meilleur. Deuxième rôle de l'État. Troisième rôle de l'État, c'est la souveraineté de la nation. La souveraineté de la nation, c'est-à-dire, on fait dans mon territoire national ce que veulent les citoyens de mon territoire national. Pas ce que veut le FMI, pas ce que veut la Banque mondiale, pas ce que veulent les multinationales. Bon, alors, je pense que je dois conclure. J'en ai pour une dizaine de minutes. Une dizaine de minutes, c'est bien ça? 8-10 minutes, bon. Alors, par quoi je vais conclure? Je vais conclure par comment cette crise était prévisible et puis le mythe de la pauvreté de l'État, l'éducation. Alors, la démocratie, c'est aussi l'éducation. Plus un peuple est éduqué, plus un peuple est cultivé, plus il est capable de discuter la démocratie, de poser des bonnes questions et de l'améliorer, et de participer à son amélioration. Mais plus un peuple est inéduqué, inculte, plus le pouvoir est tranquille. Alors, statistique que j'ai lue avant-hier, au Québec, 49% des Québécois ont des difficultés sérieuses à pouvoir lire un article de journal. 49%. Environ 30%, 25-30% sont analphabètes fonctionnels, c'est-à-dire qu'ils peuvent lire un texte mais ils n'en comprennent pas le sens, ou à peu près pas. 16% sont analphabètes totaux au Québec. Pays arabe, c'est 55-60% d'analphabètes totaux. Bon, passons. Alors, le problème ici, c'est que pour des gens de ce niveau de littératie, de ce niveau d'éducation, leur niveau de compréhension de la politique, de la démocratie, des discours politiques, de ce qui se dit dans les journaux, de ce qui se dit à la télévision, ce niveau de compréhension ne dépasse pas le degré du slogan. Le slogan, ça va? Syndicat, pas bon. Patron, très bon. Musulman, islamiste. Islamiste, terroriste. S'arrête là. Musulman, islamiste, arabe. Arabe, pas bon. Alors voilà. Mais c'est grave. C'est gravissime. On a ici à peu près 60-65% de la population du Québec dont le niveau de compréhension
du politique et de l'économique et de ce qui se passe dans sa société est à peu près du niveau du slogan. Est-ce que ça vous étonne que les Américains aient élu Bush? Bon, et maintenant ils vont élire Mitt Romney, sans doute. Obama, ça a été un miracle. Bon. Alors, je vais passer au printemps arabe et printemps érable. Vous savez, j'ai fait des études sur, notamment pour la Colombie, là je viens d'arriver de Colombie, sur la crise du système d'éducation et le système de santé. Eh bien, figurez-vous que quand j'ai fait cette étude, pour faire ces conférences, j'ai trouvé aucun facteur discriminant qui dit pourquoi en Belgique, ils sont bien soignés. En Belgique, vous n'attendez pas 1 heure aux urgences. Au Danemark, au premier cycle, vous étudiez, l'État danois vous donne $800 par mois pour étudier gratuitement. Au second cycle, il vous donne $1 200 par mois pour étudier gratuitement. Alors moi, quand on me dit le Québec doit rattraper l'Ontario, moi je dis non. Le Québec doit rattraper le Danemark, pas l'Ontario. C'est quand même le meilleur exemple. Bon, alors, donc, quand j'ai pris ces États, j'ai pris d'un côté là où ça ne marche pas, éducation nulle, santé nulle, et de l'autre côté où ça marche. Alors, le côté où ça ne marche pas, c'est Angleterre, États-Unis, Canada, Québec, bon, on le sait, crise d'éducation, crise de la santé, crise de... Côté où ça marche mieux, Scandinavie, Belgique, Allemagne, Japon. Eh bien, qu'est-ce qui discrimine les deux? Qu'est-ce qui explique que les uns ont de meilleurs systèmes de santé, etc., que les autres? C'est tout simplement le fait d'appliquer ou non l'idéologie néolibérale. Les pays qui appliquent l'idéologie capitaliste néolibérale, ni la santé, ni l'éducation, ni le transport, rien ne fonctionne. Ceux qui ne pratiquent pas l'idéologie néolibérale, plutôt sociodémocrate, eh bien ça marche. Alors voilà déjà, j'aurais beaucoup à dire là-dessus, mais ça serait déjà trop.